Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Giuseppe Veneri, je suis le président de CRPA, un centre de recherche de production animale. Je vais essayer de parler en français en vous priant d'excuser ma prononciation et surtout beaucoup de fautes que je ferai. Merci beaucoup. Et d'abord, je vous remercie de votre présence. Je remercie l'ERA, AgroSoup Dijon et Monsieur Philippe Lemonceau de m'avoir invité pour parler avec vous de ces sujets qui nous intéressent beaucoup. Peut-être Elena oui. aussi, qui représente la municipalité. Bonjour à tous, je représente la municipalité de Reggio Emilia et je vous remercie de la partie de maire de Reggio Emilia, M. Luca Vecchi, pour la présence et l'intérêt sur notre ville et sur les sujets. Merci. Philippe, tu peux te présenter aussi? Philippe Lemonceau, je suis directeur de l'UMR Agroécologie, une UMR qui comprend AgroSup, Dijon. Et je suis le directeur scientifique du projet de transition alimentaire porté par Dijon Métropole. Voilà. Bien, merci pour cette introduction-présentation. Donc, on va avoir une présentation à deux voix. Vous souhaitez plutôt que le débat ait lieu à la fin de vos interventions, voilà, pour pouvoir vraiment croiser les regards. Ouais. Mais n'hésitez pas, s'il y a des petites questions, voilà, de détail, à intervenir sur l'une ou sur l'autre. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous interrompre s'il y avait des choses qui étaient imprécises ou pas claires. Pour commencer, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien alimentés hier soir, et évidemment bien hydraté, et que vous êtes bon pied bon oeil pour écouter l'histoire qu'on va vous raconter, ou les histoires qu'on va vous raconter avec Giuseppe. Alors, l'histoire, elle commence plutôt mal, puisque finalement, c'est un bilan qui n'est pas glorieux d'un modèle agroalimentaire en crise. Première crise qu'on peut qualifier d'environnementale, avec une empreinte écologique de l'agriculture qui devient de plus en plus prégnante, une réduction de la biodiversité, une détérioration des ressources, en particulier l'eau et les sols, et tout ça avec un changement climatique auquel est soumis l'agriculture, mais auquel également contribue l'agroalimentation. Il y a eu des chiffres qui ont été dits depuis le début de ce séminaire. On considère que pratiquement 30% des gaz à effet de serre sont issus de l'agroalimentation. Mais cette crise, elle est également sociale. Vous avez tous entendu parler des difficultés que rencontrent les agriculteurs avec leurs revenus, mais peut-être plus grave et plus insidieux, il s'agit de la crise identitaire des agriculteurs qui sont mis au banc de la société, qui sont considérés comme étant les pollueurs publics. Et cette crise sociale, elle se traduit, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse il y a un mois environ, par une crise majeure de taux de suicide chez les agriculteurs. Les agriculteurs sont une catégorie socio-professionnelle la plus affectée par ces suicides. Face à ça, le citoyen n'est pas satisfait non plus. Il n'a pas confiance en son alimentation. Il se méfie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il donne des procès d'intention aux agriculteurs. Et en plus, on a des régimes alimentaires qui sont déséquilibrés et des maladies qui sont liées à l'alimentation. Il a été question beaucoup de l'obésité, mais il y a aussi des problèmes de malnutrition, y compris dans notre pays. Et tout ça se fait aussi avec un gaspillage alimentaire très important. Donc on va dire que ce bilan, il n'est pas formidable. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, qu'ont eu lieu les assises de l'alimentation organisées par le gouvernement. Donc tout ça, on le voit bien, ça nécessite une transition agroalimentaire qui nécessairement doit reposer sur une vision systémique. Une vision systémique, ça veut dire que si on veut répondre à des attentes des citoyens, il faut les mobiliser. Si on veut que cette transition soit réelle, il faut mobiliser les acteurs économiques et les collectivités. Ce n'est pas pour rien que la municipalité de Dijon et la municipalité de Reggio Emilia sont fortement impliquées
dans les démarches que l'on va vous présenter. Pour que cette transition ait une chance de réussir, il faut bien évidemment qu'elle intègre l'ensemble de la chaîne de valeur. Production, transformation, distribution, consommation. Et c'est bien pour ça que l'échelle territoriale, on y reviendra, est la bonne échelle pour cette transition. Cette transition, au vu du bilan que je présentais précédemment et au vu des attentes des uns et des autres, elle doit nécessairement contribuer à la qualité de l'environnement, au bien-être et à la cohésion sociale, ainsi que bien évidemment au développement économique. Et puis, c'est là aussi tout l'enjeu de cette démarche territoriale. La transition doit capitaliser les ressources, mobiliser les atouts patrimoniaux, environnementaux, économiques, sociaux, académiques. Et c'est ce qu'on fera, on essaiera de faire en tous les cas avec Giuseppe, aussi bien pour Reggio Emilia que pour Dijon. Toute l'Italie, mais en particulier notre région, l'Emilia-Romagna, et les provinces de Modena, Reggio Emilia et Parme constituent un territoire avec une forte vocation agricole. Et en particulier à Reggio Emilia, nous avons relevé le défi de l'Expo de Milan 2015 avec le Patto di Milano, que peut-être vous avez vu, dans le but de partager notre modèle de développement et de croissance à échelle humaine durable, innovant et inclusive. À cette occasion, nous avons présenté notre système territorial sur la scène nationale et internationale sur la base de 3 mots-clés qui correspondent à 3 domaines fondamentaux de notre identité et de notre système de production: agriculture, alimentation, environnement, qu'en Italie on appelle ambiente, 3A, agriculture, alimentation, ambiente. Et ça va. Si tu veux. Ok, donc ça c'est une illustration de dire que l'échelle territoriale, elle est favorable à cette vision systémique. Et en France, il y a eu tout un tas d'actions et d'initiatives, je ne vais pas les énumérer, qui visent à favoriser cette transition au niveau territorial, en particulier l'appel d'offres du PIA, Programme d'investissement d'avenir, auquel la métropole répond pour cette transition agroalimentaire que l'on reverra dans un instant. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui ici avec Giuseppe, c'est illustrer avec les territoires de Dijon Métropole et de Reggio Emilia comment cette transition alimentaire est mise en action à l'échelle territoriale. Alors évidemment que quand on parle de territoire, la question qui vient d'emblée, c'est de quoi on parle. C'est quoi un territoire ? Si on regarde pour ce qui concerne Dijon, que vous voyez ici en violet avec sa couleur emblématique, la métropole de Dijon, c'est 252 000 habitants, c'est 24 communes et c'est 240 km². Voilà, c'est déjà une entité, mais est-ce que c'est la bonne entité pour la consommation, pour la production, pour faire évoluer notre environnement ? Ou est-ce que c'est le territoire de l'aire urbaine, qui est déjà un peu plus grand, mais qui ne représente malgré tout que 384 000 habitants? Ou est-ce que c'est le département, qui représente 533 000 habitants? Ou est-ce que c'est la région, qui représente, là, pour le coup, presque 3 millions d'habitants? Évidemment que dans l'aire urbaine, on n'a pas toutes les spécificités agricoles qui permettent l'approvisionnement dans toutes les filières pour la métropole. Et en même temps, quand on discute avec les acteurs économiques, on se rend compte que le bassin même de consommation est trop limité pour impacter réellement les modes de production pour qu'ils aient une conséquence sur l'environnement. Et donc, cette notion de territoire, on comprend bien qu'elle est nécessairement à géométrie variable, à la fois pour la consommation, mais également pour la production. Pour nous, le territoire qui concerne ces projets est le départ de la région Emilia-Romagna,
vous voyez en haut à gauche comme notre région est en dessous de Milano, de la Lombardie et de Veneto, et au-dessous de la Toscane. La région, c'est celle-là. Elle est constituée de 9 provinces, 328 communes, par une population de à peu près 4,5 millions d'habitants. La province de Reggio Emilia, vous la voyez évidenciée dans la diapo, a une population de à peu près 500 000 habitants sur une surface, et c'est ça la différence entre notre territoire, beaucoup plus petit de celle du territoire de Dijon, parce qu'on parle de 2300 km² par une population de 500 000 habitants. Si on descend, on va à la ville, à la commune de Reggio Emilia, et qui a une surface à peu près égale à celle de Dijon Métropole, de 130. Il y a une faute dans la diapo. La densité de la surface, ils sont invertis. En une surface de 230 km² par une population de 170 000 habitants. Alors, on pense que les niveaux qui intéressent ces projets, c'est les niveaux de la province de Reggio Emilia, ce que vous voyez à gauche. Hein. Alors, nos deux territoires, celui de Dijon Métropole et celui de Reggio Emilia, ont des atouts. Et un patrimoine fort gastronomique. Les atouts pour l'aire urbaine de Dijon, c'est que l'on a, pour ceux qui ne connaissent pas Dijon et qui ont la chance un petit peu de se promener, vous verrez que selon la partie où vous sortez de Dijon, vous avez des paysages qui sont très différents. Des paysages qui sont très différents et des sols qui sont très différents. Et ça veut dire que ça s'est traduit par une grande diversité de types de production et donc de types d'approvisionnement qui sont représentés là sur cette carte. Mais au-delà de ces atouts qui sont géophysiques, finalement, cette aire urbaine a su créer, a su tisser avec le département, avec la région, finalement un tissu social, des expertises de recherche, d'innovation, de développement économique qui en font finalement une aire urbaine qui a sa place en termes d'innovation en agroalimentation. Vous voyez en particulier AgroSup, où nous sommes ici aujourd'hui, mais aussi bien d'autres partenaires. Et finalement, au cours des années, il y a eu une réputation, une image de Dijon et de son aire urbaine qui se traduit par des labels UNESCO, en particulier le repas gastronomique des Français, des chefs étoilés, bientôt la future cité de la gastronomie. Il y a eu également un autre label UNESCO qui est sur les climats de Bourgogne, qui va avec, entre autres, la qualité du vin de cette zone. Et puis, la ville elle-même se singularise par son grand investissement dans tout ce qui est la biodiversité en ville, l'agriculture urbaine, les abeilles. Vous avez dû avoir dans vos petits sacs là, un petit pot de miel qui a été récolté à Dijon. Et tout ça, finalement, ça crée des atouts pour ce développement de transition agroalimentaire sur l'aire urbaine. Alors, je dois dire que, d'ailleurs, bon, la ville, en plus, j'oubliais, est une ville connectée. Apparemment, c'est une des premières villes d'Europe complètement connectée. Et la ville de Dijon a développé une marque, Just Dijon. Vous avez eu des informations dans vos sacoches, c'est représenté ici. Et cette marque a pour vocation
à exporter tout le savoir-faire et la valeur de cette ville à l'extérieur de la ville. La région Emilia-Romagna a le plus grand nombre de produits AOC, on dit ici, d'appellation d'origine contrôlée. Il y en a 44, où il y a les symboles de les produits sur la diapo. Pour la recherche, dans l'Emilia-Romagna, les CRPA, avec les universités de Bologne, Parme, Modena et la Cattolica di Piacenza, je ne sais pas si on la connaît. Et c'est la deuxième région italienne en termes d'impact économique sur l'agriculture, pour en valeur de 3,5 milliards d'euros chaque année. Une chose importante pour le soutien de la recherche économique, c'est que notre territoire, c'est agricole, oui, mais aussi de la mécanique, de la mécatronique, des moteurs, de la moto, de la voiture. Dans les royaumes de à peu près 60 km, on a la Ferrari, la Maserati, la Ducati. On a un rayon de 60 km, alors c'est un soutien économique, mais même des idées sur la recherche, même dans le monde agricole, parce qu'il y a des usines qui font des machines agricoles, des tracteurs, de beaucoup de temps. Alors, plus en détail, Reggio Emilia, la ville de Reggio Emilia, la commune de Reggio Emilia, du point de vue de l'alimentation, l'agriculture, la production laitière et de Parmigiano Reggiano, c'est très important. 22% de la production de la province de Reggio Emilia, 166 fermes et 23 laiteries sont dans la commune. La viticulture, principalement pour le Lambrusco, ce n'est pas comme le Bourgogne, mais c'est tout autre chose. Mais il y en a beaucoup et il y a une expérience très importante coopérative appelée Cantine Riunite de commercialisation et exportation. La Riunite tout seul a un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros chaque année. Et ensemble, à la CIV, c'est de Modena, deux coopératives, ont ensemble un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Enfin, le vinaigre balsamique de Modena et Reggio, c'est deux AOC, Modena et Reggio, c'est un peu de différent, mais pas beaucoup, sont également très importants pour notre territoire. Alors, en fait, nos deux projets de transformation de territoire, ils sont basés sur la base de ces atouts et de ces spécificités, sur une volonté partagée de mieux produire et de mieux manger. Alors, le mieux produire est lié au mieux manger, parce que si on veut mieux manger, il faut mieux produire, et qu'en produisant mieux, on va mieux manger. Et donc, on va dire que c'est un cercle vertueux dont on verra que les usagers sont le moteur. Et le moteur, il repose sur une impulsion et une mesure de cette transition alimentaire par une approche systémique. Usagers au cœur de cette transition, usagers acteurs de cette transition, usagers bénéficiaires de cette transition pour optimiser le bien-être de chacun et chacune. Alors, entre nos deux territoires, il y a une volonté partagée qui est basée sur des principes communs. Ces principes, on peut les résumer ainsi. Une vision systémique intégrant production, transformation, distribution, consommation. Le développement de systèmes agroécologiques à faible intrant. Le développement de systèmes, je mets un S, parce que sur nos territoires, on a des spécificités, système de certification de l'origine locale et de la qualité des produits. Et aussi, et dans nos deux territoires, la forte implication des acteurs et des usagers. Et cependant, évidemment, qu'on a des spécificités différenciantes, et c'est bien ça la richesse,
on l'espère, de ce regard croisé. Pour Dijon Métropole, la transition est portée par la métropole et elle représente, cette transition, un de ses projets emblématiques. Côté Dijon Métropole, la transition est structurée et organisée. C'est typiquement français, désolé. Et elle répond à un appel d'offres national de PIA3, Territoire innovant. Mais au-delà de cet appel d'offres PIA3, dont on n'est pas sûr du tout de réussir, finalement, de toute façon, ça s'inscrit dans une volonté de la métropole qui se poursuivra, quel que soit le résultat. Côté Reggio Emilia. Reggio Emilia, la première fois qu'on a parlé de ça, j'ai vu un modèle très structuré chez Dijon. Nous, on a organisé des projets spécifiques selon des filières thématiques, on peut dire bottom-up. On a travaillé avec une méthodologie bottom-up, Dijon top-down. Alors, c'est complémentaire, ces modalités de travail. Et la transition, chez nous, sur ces petits projets, est portée par les usagers, les producteurs, les associations, mais également les centres de recherche et universités. On a déjà un réseau très important sur ces problèmes, mais ce n'est pas dans un modèle structuré comme Shell qu'on a vu ici à Dijon. Alors, si on essaie de faire un petit focus sur quelques diapositives de ce territoire innovant, Dijon Alimentation Durable 2030, comme je disais, c'est un des projets emblématiques de la métropole. Ça mobilise les acteurs territoriaux, qui soient les acteurs économiques, les acteurs d'innovation, les acteurs des collectivités territoriales, pour répondre à un appel d'offres qui porte justement sur cette transition alimentaire. On a été pour l'instant, Dijon Métropole a été pour l'instant lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt et on travaille de façon ardue. Je vois qu'il y a Marie-Hélène Riamont là, qui est arrivée là, de Dijon Métropole, qui porte le projet avec Pascal Gégou de façon intense pour une soumission pour le 26 avril. Donc, c'est très bientôt. L'idée générale, c'est, comme je l'indiquais brièvement tout à l'heure, c'est mieux produire en utilisant moins d'externalités et en utilisant plus les internalités, c'est-à-dire les ressources. Et pour les valoriser, ces ressources, il faut déjà les connaître, faire du diagnostic et les valoriser. Pour les connaître, on comprend bien qu'il faut faire du diagnostic. Et pour les valoriser, il faut émettre des décisions et donc des aides à la décision sur la base de ces diagnostics pour finalement faire évoluer de façon globale les pratiques auprès des acteurs avec une logique de science participative. Le mieux manger, il nécessite et il reposera sur l'investissement du citoyen, c'est-à-dire son écoute, sa contribution dans une démarche de belle démocratie. Ce mieux manger, il repose en grande partie sur la mobilisation de la restauration, et en particulier, on le reverra tout à l'heure sur la cuisine centrale de la métropole. Et un aspect important de ce mieux manger, c'est également d'impliquer et d'associer et de respecter les populations vulnérables. Alors tout ça, c'est possible grâce à des leviers de la transformation. Et au final, là, vous avez représenté de façon schématique les 3 axes de ce projet. Et on a à chaque fois ces usagers qui sont pris pour être au cœur de cette vision systémique, avec l'enjeu d'avoir une triple transformation pour mieux vivre dans notre territoire, une transformation environnementale, une transformation économique et une transformation sociale. Ce qu'on veut démontrer là, c'est que la transformation d'un territoire par la transition alimentaire, elle n'est pas que favorable pour l'environnement, elle doit aussi être favorable pour l'économie,
et elle doit être favorable pour la cohésion sociale. Alors, les usagers, ils sont au cœur de ce projet et leur contribution va s'inscrire dans le cadre d'un Living Lab qui, apparemment, à cette échelle, est unique en France. Les usagers seront au cœur de la relation avec les producteurs, avec un climat de confiance restauré, car les systèmes de production reposeront sur de l'agroécologie, avec la réduction d'intrants et avec donc la meilleure valorisation, entre autres, de la biodiversité des interactions biotiques. Évidemment, ça nécessite de la communication, mais de la vraie bonne communication, et une association avec eux d'échanges et de controverses, comme c'était bien indiqué par Patrick Caron hier après-midi. La transformation, on comprend bien que ce n'est pas que les produits agricoles que l'on consomme, c'est bien évidemment aussi des produits transformés. Et dans ce contexte-là, et on y reviendra tout à l'heure sur la partie légumineuse dont on a parlé hier en table ronde, si on veut promouvoir l'usage de légumineuses en agroécologie pour augmenter la diversité, pour réduire l'usage d'intrants, il faut que les agriculteurs valorisent ensuite ces légumineuses. Et il faut pour ça qu'on développe des usines de transformation de légumineuses, à la fois pour l'alimentation humaine et aussi pour l'alimentation animale. Et donc, ce contrat de confiance qu'on essaie de créer avec la métropole et les acteurs, c'est que les industriels s'engagent dans la mise en place de ces usines de transformation. La distribution, évidemment, elle est à réinventer. On aura un exemple tout à l'heure aussi avec Reggio Emilia, avec des commerces, enfin des marchés de proximité. Il faut réinventer cette distribution et intégrer les circuits courts et de nouveaux modes de distribution qui restent encore à construire. Et le mieux manger, cette consommation, c'est pas que d'avoir des meilleurs produits. C'est pas que d'avoir des meilleurs produits. C'est aussi que chacun s'approprie des meilleures règles d'alimentation. Est-ce que l'on mange pas trop? Est-ce qu'on mange déséquilibré? Comment se fait l'appropriation de régimes alimentaires par les enfants? Comment les enfants communiquent ça aux adultes? Quel rôle peut jouer la cuisine centrale dans cette appropriation de règles d'alimentation, en particulier de limitation du gaspillage? C'est déjà en route dans les écoles élémentaires et maternelles de Dijon Métropole. Alors, il a été question du numérique un petit peu hier et j'ai vu dans le programme qu'il y aurait une présentation cet après-midi par Xavier Rebout. Le numérique, il est un connecteur très important où l'ensemble des bases de données seront interopérables pour le diagnostic, pour l'aide à la décision, mais aussi pour pouvoir générer de nouvelles activités économiques. Donc, le mieux produire, le mieux manger et l'impulse de la transition alimentaire se décline autour d'un portefeuille d'actions. Chaque portefeuille d'actions, chaque action a un modèle économique, ce qui n'est pas le plus simple de la faire, soit en fonds propres, soit en subventions. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un vrai casse-tête. Simplement, pour qu'on soit un peu concret, je vais présenter quelques actions. Les sols. Les sols, sujet territorial s'il en est. Les sols, on comprend bien que les sols, ils doivent rendre plusieurs services. Je ne sais pas si vous regardez sur Internet, il y a déjà des gens qui font des projections sur la surface de sol que chaque habitant de cette planète aura ou a. Et chaque surface de sol pour chaque habitant doit remplir un certain nombre de services. 0,50 mètres pour 100 ouais. Non, en Italie. Ouais. 0,25 hectares. En Italie, maintenant, on a 0,25 hectares, 2500 mètres carrés pour chaque personne. Voilà. Bon, et ça doit rendre... utilisable. Ça doit rendre tous les services. Voilà.
Et on comprend bien que parfois, il peut y avoir des tensions entre services. C'est le cas en agriculture, mais c'est le cas aussi en ville. Parce que la gestion des sols, ce n'est pas qu'un problème de campagne, c'est un problème de ville aussi. Et un exemple qui est classique, c'est le trade-off, la tension qu'il peut y avoir entre la production agricole et la fourniture d'eau de qualité. Où est-ce qu'on situe le curseur en fonction de là où se trouvent les zones de captage. Et finalement, ça c'est un sujet qui est cher à Chantal, en particulier, la vulnérabilité de la fourniture d'eau, elle est conditionnée, on comprend bien, par les modes d'usage, par les propriétés physico-chimiques des sols. Donc est-ce que l'eau va transférer plus ou moins rapidement? Mais aussi, moi-même qui suis microbiologiste au départ, par l'abondance microbienne. Plus il y a de microbes, plus ça va biodégrader. Et finalement, on se rend compte que si on intègre à la fois les propriétés physico-chimiques et les propriétés biologiques, il y a des zones à risque. Il y a des zones à risque. Et il se trouve que dans ces zones à risque, il y a des zones de captage importantes pour Dijon. Et si on se met dans la logique du mode d'usage agricole, ce n'est pas de 50% qu'il faut réduire les pesticides sur ces zones vulnérables. C'est au moins d'un log. Et là, on est sur une exigence qui est largement supérieure à Ecophyto et qui montre bien d'ailleurs l'intérêt d'avoir une approche territoriale pour cette transition alimentaire. Parce que la même règle ne peut pas s'appliquer à tous les sols. Et si on réduit d'un log l'usage des pesticides sur ces sols vulnérables, ça veut dire qu'on ne peut plus maintenir certaines cultures. Ça veut dire qu'il faut changer le mode d'usage des sols. Et ça veut dire que, par exemple, au lieu d'avoir une rotation sur 3 ans, qui comprend du colza, comme l'évoquait hier Cécile Claverol, on va faire que des légumineuses. Mais si on fait que des légumineuses, ça veut dire que l'agriculteur, pour qu'il accepte ce principe, doit avoir une rétribution normale de son travail. D'où la logique de filière que l'on évoquait précédemment. Alors, ces aspects de diagnostic, ils sont basés sur des sciences participatives avec un maillage très serré du territoire qui doit déboucher sur de l'aide à la décision sur les modes d'usage des sols à la fois à la campagne, mais également en ville. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir la zone de Quetigny, qui est très proche d'ici. Vous ne voyez pas un brin d'herbe. C'est tout imperméabilisé. Et en fait, ces sols étaient les sols les plus fertiles de Dijon. Mais à cette époque-là, on ne réfléchissait pas à l'usage des sols en fonction de leurs propriétés et en fonction des services attendus. Maintenant, sur la métropole, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se réapproprier les sols et donc éviter de poursuivre une extension de la ville pour revoir de l'usage des sols en interne. Et ce conseil, les urbanistes, les collectivités territoriales, les architectes en ont besoin. Et ça fait partie du projet. Alors le label, je vois dans le fond de la salle là, Marlène Prat, qui est en charge du développement de ce dossier. Le label, il a pour vocation à traduire l'origine locale des produits, Dijon, donc le certifier avec une traçabilité qui soit incontestable, donc climat de confiance avec les usagers. Et agroécologie, c'est la certification de la fois de la qualité des produits et de la qualité de l'environnement. Donc on est dans une logique d'obligation de résultat et pas de moyens, c'est-à-dire que pour passer de l'état initial à l'état certifié, on peut avoir différents moyens. Et ces différents moyens, ils sont partagés par des groupes de travail, de la science participative. Chacun, finalement, à la fin, choisit son itinéraire, mais avec des partages d'expérience et en tenant compte de ses propres spécificités pour, in fine, arriver au résultat attendu.
Ce label, évidemment, il fera l'objet d'une communication vis-à-vis des usagers pour que les usagers puissent, justement, par leur acte d'achat, promouvoir les surfaces correspondantes. Alors, les légumineuses, bon, il en a été beaucoup question pendant le séminaire et c'est à juste titre, c'est de rendre hommage à ces belles plantes qui font des nodosités sur les racines avec des microbes qui permettent donc la fixation biologique de l'azote, et on comprend bien que ça permet de réduire les intrants. Pour mémoire, pour produire 1 tonne d'engrais azotés, il faut 750 kg de pétrole. Voilà. Si vous apportez plus d'engrais azotés, on comprend bien que les externalités en termes d'impact écologique vont être quand même très différentes. Donc évidemment, tout ça, ça nécessite de progresser dans la connaissance des interactions plantes-micro-organismes, de développer de nouveaux itinéraires techniques. Je pense que c'est vous qui posiez la question hier de la diversité. Cécile vous a répondu diversité microbienne, mais je pense que vous aviez en tête diversité végétale. Et la diversité végétale, c'est non seulement des rotations longues, comme le disait Cécile, mais c'est aussi associer des cultures entre elles. Le blé, il a besoin d'azote. Anne, hier, disait que la principale source de protéines, c'est d'abord les graminées. Bon, mais comment est-ce qu'on peut améliorer la nutrition en azote des graminées? Peut-être en cultivant avec des légumineuses. Et on est dans une relation vertueuse parce que les légumineuses, elles ont besoin de fer. Surtout si on remplace une partie des protéines animales par des protéines végétales. Et le blé peut améliorer la nutrition en fer de la légumineuse. Et donc, tout ça, ça fait qu'on aura des systèmes plus diversifiés, qu'on va promouvoir la biodiversité végétale, qu'on va réduire la pression parasitaire et qu'on va réduire donc l'usage de pesticides. Alors évidemment que si on fait des légumineuses, il faut qu'elles soient consommées. Et on a vu hier que ces légumineuses, elles sont bonnes pour nous en plus, elles sont bonnes pour notre santé. Mais ça pose des problèmes, c'est amer, c'est difficile à produire, etc. Et donc, dans notre projet, on a des innovations technologiques qui ont pour objectif de les rendre attractives et de mieux communiquer avec le public sur leur intérêt. Alors, on peut citer une innovation locale qui a été développée par Dijon Céréales, qui est un pain pour les seniors, qui est supplémenté par des légumineuses et qui apparemment est même remboursé par la sécurité sociale. Ouais, comme quoi. Alors, quand même, un exemple d'action sur l'alimentation. On a cité l'importance de la restauration en cantine comme levier de la transition agroécologique, comme levier de la transition alimentaire, et aussi comme facteur d'équité et de cohésion sociale. Donc ça, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais pour beaucoup d'enfants de la ville, finalement, c'est le seul vrai bon repas que les enfants vont faire par jour. C'est-à-dire un repas équilibré, avec des bons aliments et qui respecte un certain nombre de principes de diététique. Et ce vrai bon repas par jour, il est payé sur la base du quotient familial, mais il peut même parfois être gratuit pour les familles qui sont vraiment dans la mouise. Donc, on comprend que ça contribue à cette équité. Voilà. Alors, pour mémoire, quand je disais que dans les écoles, on travaille déjà sur le gaspillage alimentaire, il y a une expérimentation qui était d'ores et déjà faite sur le fait que les élèves de maternelle et élémentaire ne sont plus servis. Ils se servent eux-mêmes. C'est le résultat de travaux de recherche qui ont été faits par le CSGA avec Sophie Nicklaus. Et il apparaît, preuve à l'appui, que ce faisant, le gaspillage est réduit. Alors, évidemment que si on déclare que notre transition va être vertueuse pour plein de choses au niveau environnemental, économique et social, il faut qu'on ait les éléments pour le prouver, pour le mesurer. Autrement, ça risque d'être des déclarations incantatoires. Et je prendrai juste un exemple d'indicateur systémique de l'évolution de l'empreinte de notre alimentation. Si on regarde la production par rapport au carbone, on comprend bien que les plantes fixent du carbone et que ce carbone est inclus dans les sols. Mais dans les sols, il y a aussi des microbes qui respirent, et donc ça c'est plutôt négatif. Mais ce qui est surtout négatif, c'est toutes les externalités en termes de carbone. Donc le tracteur, les engrais.
Et que donc, dans les systèmes agroécologiques, on va faire en sorte que les capteurs soient là le plus souvent possible, avec un couvert continu du sol, et qu'on va utiliser moins d'engrais azotés par des légumineuses. Ça va générer des crédits carbone qui, en termes de transformation, vont permettre, par exemple, d'avoir des unités de transformation qui sont adossées au centre d'incinération des ordures de Dijon Métropole. Il y a un très gros projet de Dijon Métropole sur la méthanisation qui va fournir de l'énergie à la ville. Et tout ça, on est sur des aspects positifs au niveau de cette empreinte. Sur la distribution, on comprend bien que si l'alimentation est locale, il va y avoir moins de camions. On va peut-être utiliser plus ses pieds et son vélo pour aller faire les courses. La consommation, il était dit que grosso modo dans notre pays on a 30% de gaspillage alimentaire. Si on le réduit, on comprend bien que l'impact carbone va être réduit. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on remplace une partie des protéines animales par des protéines végétales, eh bien l'impact carbone sera aussi limité. Et si on mesure l'ensemble, on va pouvoir avoir une vision systémique de la transformation du territoire par cette empreinte carbone qui intègre à la fois production, transformation, distribution, consommation. Bon, alors, merci. Dans ces diapos, on a déjà dit les premières choses. Alors, je vais en bas en déclarant qu'est-ce que sont notre objectifs principaux. La cohésion sociale, la sécurité alimentaire, faire face à la vulnérabilité et la protection de l'environnement. Et il semble pour nous inévitable d'essayer de concevoir et de tester un modèle qui nous n'avons pas, qui puisse servir de référence pour faire face à ces changements. Le territoire, c'est la province de Reggio Emilia. Alors, on doit partir voir quelle est la zone d'intérêt, la zone économique d'intérêt. Les produits bruts agricoles de la province, c'est 600 millions d'euros, mais 550 millions pour les laits, qu'ils ne savent pas pour ces projets. C'est de l'exportation, c'est pour les laits, pour le Parmigiano Reggiano. Comme les 87 millions pour le vin Lambrusco, il n'intéresse pas un projet d'alimentation territoriale. C'est les 64 millions d'euros qui peuvent intéresser ces projets. Les territoires, c'est important de partir de la loi urbanistique pour faire des choses. Reggio Emilia, il a une surface cultivée de 13 000, à peu près 13 700 hectares, et qui peut être cultivée pour la loi urbanistique. Et surtout, ce qui intéresse ces projets, c'est la zone périurbaine, et qui est déjà caractérisée par des actions et projets conçus et mis en œuvre en partant de la base, comme je dis avant, pour résoudre des problèmes particuliers. Quels sont les acteurs et les lignes d'intervention qu'on a fait? De sa côté, la municipalité a réalisé un variant du plan d'urbanisme qui marque un renversement de la tendance continue d'urbanisation et fixe une limite à l'expansion urbaine, permettant de restituer 200 hectares, ils l'ont déjà fait, des terres urbaines aux terres agricoles. Des autres acteurs sont les entreprises agricoles, les associations d'agriculteurs très actifs et tous les acteurs du monde de la recherche et de la formation qui ont mis en œuvre des actions pour favoriser des filières courtes, des actions de sensibilisation, des mises en relation directe entre producteurs et consommateurs en impliquant, là où était possible, c'est très difficile, le monde de la distribution, surtout de la grande distribution. Et voici quelques exemples pour mieux comprendre ce qu'on a fait. Un marché paysan du centre-ville, lancé en 2009, passé devant 60 stands avec la participation de 109 producteurs dans 2018.
Le marché a lieu tous les samedis de 8h à 13h sur une place centrale de la ville. Est réservé aux producteurs agricoles de la région, mais les entreprises de la province de Reggio Emilia ont la priorité. Et c'est important que ce sont les associations professionnelles qui collectent les candidatures et attribuent l'espace. C'est important parce que c'est la collaboration entre les agriculteurs et les associations. Un autre projet, on appelle Parco Commestibile, un projet qui était fait avec des groupes opérationnels d'innovation en modalité de travail qui voient des entreprises agricoles et des centres de recherche ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Et avec des accords entre citoyens voulus pour la mairie pour faire ces projets. Ce projet a pour objectif de développer la production agricole en zone périurbaine sur une terre destinée aux espaces verts municipaux, avec un retour ici à la tradition de cultiver entre le rangée d'arbres, agroforestation en italien, agroforesterie, je crois, ici. Les actions, on a déjà fait plantation de 70 mûriers de différentes variétés pour reconstituer un paysage agricole traditionnel chez nous. Culture de divers types de légumes parmi les mûriers pour les vendre directement aux citoyens. En production professionnelle de légumes, confiée à une coopérative agricole sociale visant à favoriser l'emploi des travailleurs défavorisés. Enfin, l'accès libre aux citoyens, aux étudiants, les enfants, pour valoriser les paysages et ces modes de faire l'agriculture. Un autre projet, on s'appelle RECO, on peut dire des courses de fruits et légumes à kilomètre zéro sur les réseaux sociaux. RECO est un mot suédois qui peut être traduit par consommation juste. À Reggio Emilia, on a testé la première expérience en Italie. Une idée très simple. Un groupe Facebook créé pour connecter les producteurs d'un territoire aux consommateurs résidents. Les seuls vendeurs sont des producteurs agricoles locaux, ni intermédiaires, ni distributeurs ne sont pas autorisés à participer. Dans les groupes Facebook, les producteurs indiquent les produits disponibles semaine par semaine. Et les consommateurs réservent les produits, puis se rencontrent un jour par semaine pour la livraison. C'est important, c'est là sans frais pour les producteurs et les consommateurs. Et pourquoi RECO? Pour vendre, acheter des produits de qualité au juste prix, éviter le gaspillage alimentaire, gagner du temps, soutenir les producteurs locaux. Je vais souligner qu'aujourd'hui, il y a 4207 participants à ce groupe de travail qui est né il y a un an. Il y a beaucoup de participants. Ce n'est pas de l'agriculture directe, mais c'est un problème très important pour la ville de Reggio Emilia, la réutilisation des eaux urbaines. La région était la première ville à avoir activé un système d'épuration des eaux urbaines résiduaires, à réutiliser dans l'agriculture de proximité. On a produit, il y a 2 années qu'il était terminé, ce projet, 5 millions de mètres cubes d'eau sans ferme agricole qui sont approvisionnés sur une surface à peu près de 2000 hectares. Un exemple concret d'attention et de symbiose entre la ville et la campagne et d'économie circulaire et d'adaptation au changement climatique et à la sécheresse que l'année dernière, c'était beaucoup lourde pour la production agricole chez nous. Alors, on voit l'eau qui arrive, les systèmes d'épuration et ici l'eau qu'on peut utiliser dans les territoires. Enfin, un projet très particulier
il y a 10 années qu'il est parti, de promotion de l'élevage de la race autochtone, la race bovine locale qu'on appelle Reggiano, on l'a dit vache rouge. Hein. Pour la production et la vente de fromage parmigiano-reggiano particulier, ces vaches, ils ne produisent pas beaucoup de lait, hein, moins de lait que les autres. Et il est fondamental de souligner que seulement la constitution d'un consortium, vous voyez un note à droite, les brands, comme on dit, les logos de le consortium de Vacche Rosse. Mais sans un consortium et un circuit intégré de production vente directement, on ne peut pas garantir la réussite économique de ces projets. Alors, on a fait beaucoup de travail pour ces filières complètes. Bon, les projets sont des projets, mais j'aime dire que CRPA est engagé dans beaucoup d'autres projets, dont, comme tout, voici les thèmes principaux: évaluation du bien-être des animaux, projet d'étable, calcul des coûts de production, nutrition animale, qualité, traçabilité des produits alimentaires, gestion des fluents, production de biogaz et biométhane, on dit biométhane. On a CRPA assiste en Italie à peu près en cinquantaine de plantations de biogaz, 4 de biométhane. Il y en a déjà 4 de biométhane pour les transports, pour les voitures. Je crois que c'est mieux que si quelqu'un veut d'autres informations, le site internet, il est simple, mais il a beaucoup de choses à voir. Alors, pour conclure, les conclusions sont toujours difficiles. On va avant. Oui, la pertinence de l'échelle territoriale pour la transition alimentaire, c'est clair, je crois. Oh, c'est l'affaire de tout. Et sûrement, elle nécessite l'engagement des acteurs et des municipalités. Elle donne un rôle majeur aux usagers qui sont à la fois les bénéficiaires, mais surtout des acteurs de la transition. L'expérience des transformations de nos territoires, avec nos atouts, nos spécificités, a vocation à être communiquées, transférées à d'autres territoires, parce qu'on pourrait aller plus vite vers les objectifs. Dijon Métropole et Reggio Emilia, dans leur interaction, leur partage des expériences, pourraient représenter des territoires modèles de cette transition alimentaire. Je vous remercie. Je m'excuse encore pour mon français. Non, merci. Vraiment, merci beaucoup pour cet excellent exposé à deux voix, une complémentarité parfaite. Et surtout, finalement, dans vos deux exposés, on a vu des exemples et des choix assez différents, finalement. Et ça a une belle complémentarité. Bon, alors maintenant, le travail est de votre côté pour poser des questions, animer cette discussion. Oui ? Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une question sur le cas de Reggio Emilia. Donc vous avez dit que c'était souvent des projets... Je suis là. Ah, pardon. C'était souvent des projets bottom-up et qui émergeaient des filières. Et j'aimerais savoir s'il y a des dispositifs de coordination entre les filières, par exemple pour mener des projets ensemble, comme des circuits touristiques ou... Et aussi, ma deuxième question portait donc dans ces projets bottom-up, quelle est la place de la recherche? Comment elle intervient concrètement dans ces projets? Merci. Alors, si j'ai bien compris, la dernière question, surtout c'est à niveau de la région.
ont des groupes de coordination, je ne sais pas si vous avez compris, hein, qui font, on l'appelle des instituts EOR, c'est Ente Organizzatore della Ricerca. En français, je pourrais dire des institutions qui organisent la recherche. CRPA, c'est un de celui-là. Et son objectif, c'est de comprendre les besoins des agriculteurs, de les traduire en projet et de connecter un réseau tous les autres acteurs, les municipalités, les consortiums, les universités, autres centres de recherche, là où sert en Italie, même à l'étranger. Je ne sais pas si je réponds. Peut-être qu'il y avait la première que je n'ai pas bien compris. La première, c'était, comme vous avez parlé, que c'était beaucoup des projets bottom-up qui émergeaient des filières. Je voulais savoir s'il y avait des espèces de dispositifs de coordination entre ces projets de filières pour mener des projets plus larges au niveau territorial. Alors, surtout, les projets, ils naissent dans les associations des agriculteurs. Et à second le type de projet, il y a un partenaire principal qui fait le coordinateur de tous les projets. Mais surtout, dans les dernières années, le principe, c'est on appelait avant GOI, Groupe opérationnel d'innovation. Ils sont nécessaires ensemble, nécessaires. Hein. Autrement, ils ne sont pas financiers, comme on dit. Ils sont nécessaires, ils ne sont pas payés. Ils sont nécessaires de centres de recherche et d'entreprises agricoles. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux questions en rapport avec les agriculteurs. Vous avez rappelé au début, en guise d'introduction, la situation des agriculteurs en France, avec notamment le taux de suicide particulièrement élevé. Qu'est-ce qu'il en est en Italie de la situation des agriculteurs? Excusez-moi, mais... La questione in Italia sullo stato degli agricoltori, perché faceva riferimento ai suicidi, cioè com'è la situazione degli agricoltori in Italia, a livello sociale. Ah bon, alors, c'est très différent. Chez nous, la majorité des agriculteurs, ils font du lait. Ils font du lait pour Parmigiano Reggiano. Pour eux, il va très bien. Ah bon, sur l'environnement, c'était votre question? Non, enfin c'est pour la région Émilie-Romagne et l'Italie en général. Est-ce que les agriculteurs sont aussi en souffrance Alors, en Italie, oui. En Italie, le pecorino romano, qui l'ont fait comme le lait de la Sardaigne, il est en difficulté beaucoup. Mais je connais surtout la région Emilia-Romagne. Chez nous, ça marche comme ça marche très bien. Alors maintenant, on fait beaucoup d'investissements sur l'environnement, sur améliorer les projets d'irrigation, de fertilisation, tout ça. D'utiliser de l'agriculture bleue, on l'appelle, ce n'est pas agriculture conservative. Alors les investissements, ils sont faits dans ces directions. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est intéressant ce que vient de dire Giuseppe, parce que ça veut dire qu'il y a des agriculteurs en Italie qui ont des difficultés. Et dans la région de Reggio Emilia, grâce au travail qui est fait là, il y a une bonne valorisation de ce fromage avec une appellation d'origine contrôlée qui leur permet d'avoir un revenu tout à fait satisfaisant et une bonne reconnaissance. Et donc on est bien dans cette logique de certification, d'avoir une meilleure valeur ajoutée et une meilleure reconnaissance de la qualité des produits pour que les agriculteurs
s'en sortent mieux par rapport à la question qui était posée. Du coup, ça me permet de faire la transition. Pardon ? Ça me permet de faire une transition pour ma deuxième question sur Dijon. Est-ce que vous avez une idée est-ce qu'il y a des prévisions qui ont été faites sur les retombées économiques en faveur des agriculteurs dans la région ou dans la Dijon Métropole de votre projet, et quels sont les indicateurs que vous avez dégagés pour suivre les effets du projet ? Alors, donc les indicateurs, concrètement, ça sera pour les agriculteurs, quelle est l'évolution de leurs revenus. C'est-à-dire que pour ceux qui adhèrent à ce label Dijon Agroécologie, est-ce que leur revenu va évoluer positivement par rapport à leurs homologues de la même région? Donc ça, on est sur le registre financier. Et puis, je pense que même si c'est beaucoup plus difficile à percevoir, c'est quels signes de reconnaissance ils perçoivent réellement de l'évolution de leurs pratiques et du fait qu'ils travaillent en respectant mieux l'environnement et en faisant des produits de meilleure qualité. Et donc, dans la relation qu'ils auront avec les consommateurs, puisqu'on veut faire en sorte de promouvoir cette relation plus directe et de rétablir ce climat de confiance, comment eux perçoivent ce climat de confiance et comment ça permet de réhabiliter leur identité et leur rôle social. C'est une demande de leur part ? Je pense que c'est une demande de leur part, même si elle n'est peut-être pas encore très bien formalisée. On a dans le projet un laboratoire de psychologie sociale qui a travaillé pour l'instant sur les usagers. Donc on a eu le retour de l'Université de Bourgogne. On a eu un retour récemment, mais je pense effectivement que ça pourrait être intéressant de faire le même type de travail sur les acteurs. Mais en fait, je pense que des suicides, c'est forcément un cri d'alarme. Qu'on le veuille ou non, c'est un mal-être. Voilà. Peut-être plus financier que sur... C'est un mal-être plus financier que sur... Quand on en discute avec la Chambre d'agriculture, des fois ils me disent on a presque maintenant un rôle social. Hein, et le rôle social, et quand on dit rôle social, ça veut dire que ce n'est pas que des finances. Des gens qui ont des problèmes financiers dans la société, il y en a plein. Hein. Enfin, c'est triste à dire, mais bon, voilà. On ne va pas rentrer dans les aspects de ce qui se passe en France en ce moment, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont des problèmes financiers. Et tout le monde ne se suicide pas, quoi, heureusement. Hein, voilà. Donc, on comprend bien que si on regarde les enquêtes sociologiques, finalement, quelqu'un qui travaille, et je ne parle pas des agriculteurs, hein, quel est le premier signe de reconnaissance important? C'est la reconnaissance de la valeur du travail qui est réalisé. Ce n'est pas le salaire. Donc voilà, et c'est ça qui est en cause, c'est ça qui est en jeu, hein, même si ça nécessite d'être mieux quantifié, très certainement. Moi, je voulais, Philippe, faire un commentaire plus qu'une question. On a présenté le projet, Giuseppe nous a présenté le projet de la Reggio Emilia comme étant un projet qui était vraiment bottom-up. Et j'ai le sentiment que dans le projet de Dijon Métropole, il y a aussi une démarche un peu similaire qui embarque, comme tu l'as dit à l'instant, beaucoup plus les usagers, les consommateurs que les acteurs proprement dits, même si sur la partie acteurs agricoles, il y a aussi cette volonté, en s'appuyant aussi sur les structures organisées professionnelles, de partir des acteurs proprement dits. Donc il y a bien aussi cette dimension inhérente au projet territoire d'innovation qui exige en quelque sorte cet élément participatif des acteurs et des usagers qui est au cœur même du projet, avec un point que tu n'as probablement pas évoqué, qui est aussi que, au-delà même de l'ère urbaine de Dijon Métropole, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un travail qui était fait avec des territoires ruraux plus profonds. Je pense notamment aux Châtillonnais, ces zones à 4 habitants au kilomètre carré, parce qu'il y a aussi cette nécessité
d'articuler des choses entre la partie sous influence urbaine et puis des territoires ruraux plus éloignés. Donc, effectivement, donc, vous avez vu que Giuseppe a fait vraiment référence à bottom-up, mais moi, dans le projet Dijonais, je n'ai jamais fait référence à top-down. Mais je dois dire qu'une expérience partagée, et donc c'est bien tout l'intérêt qu'on a d'interagir ensemble, c'est que moi, j'apprends beaucoup de l'expérience italienne, que je trouve d'une force considérable, justement, sur cette volonté des agriculteurs. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça ici. C'est d'abord une volonté de la métropole, qui a été de dire, voilà, la métropole qui avait un discours essentiellement d'autonomie alimentaire, qu'on a réajusté sur des aspects d'origine locale et de qualité, et où on a associé ensuite les usagers et les acteurs. Et on a un jeu de rôle qui est un petit peu subtil et parfois délicat, surtout en cette période de finalisation du projet, où on a quand même des enjeux financiers pour répondre au cadre de l'appel d'offres, où il faut à la fois ménager toute l'ambition sociale que l'on veut de ce projet, et que les acteurs économiques aussi y trouvent leur compte. Sur l'Alliance des territoires, ça c'est un point qui est extrêmement important, donc je prendrai juste 2 minutes pour le dire. En fait, comme vous savez, le gouvernement est très fortement interpellé en ce moment sur la fracture sociale, sur le côté urbain d'un côté, le côté rural de l'autre, sur le fait qu'en France, on aurait des métropoles et qu'autour, ce serait le désert. Au niveau santé, au niveau transport, au niveau alimentation. Et donc, la consigne, bien évidemment que ce n'est pas le projet de Dijon qui va changer la face du monde, on n'a pas cette ambition-là, mais ce qui est clairement indiqué dans l'appel d'offres, maintenant, il y aura des représentants des ministères pour le vérifier dans le jury, c'est que finalement, cette organisation des territoires que l'État souhaite mettre en marche, entre autres à travers cet appel d'offres, fasse en sorte que les métropoles embarquent ce qu'ils trouvent autour. Et donc, nous, la démarche que l'on a eue, et la démarche que Dijon Métropole a eue, c'est de dire, finalement, est-ce qu'on peut restaurer aussi un discours entre nous? C'est-à-dire, qu'est-ce que la métropole pourrait attendre de ces territoires environnants? Et qu'est-ce que les territoires sont en demande aussi? Et donc, qu'on ait une réciprocité. Et là, en l'occurrence, l'exemple auquel tu fais référence, c'est finalement une alliance des territoires sur la base d'une filière de production. Parce que dans cette région, il y a effectivement une densité d'habitants qui est très faible. Il y a peut-être plus de vaches que d'habitants. Et c'est de la production de très grande qualité en viande et en lait, mais qui n'est pas reconnu. Donc en fait, c'est du tout venant qui est mis avec le reste. Et c'est ce que nous disait le directeur de l'abattoir. Et donc, ce qu'on essaie de voir avec les collectivités territoriales, avec le président de communauté de communes, avec le directeur de l'abattoir, avec le directeur de la laiterie, avec les agriculteurs, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser ces produits, comment il peut y avoir une interaction avec la Dijon Métropole qui fait des appels d'offres sur de la viande et du lait, et comment ça permet de tirer vers le haut cette région, ce territoire, et en même temps, ce territoire, quelle attente il a aussi de la métropole? Et la métropole, comment elle formalise son attente vis-à-vis de ce territoire? Et donc, on développe beaucoup ces alliances de territoire avec d'autres territoires que Marie-Hélène pourrait indiquer de façon plus précise que moi. Donc ça, c'est vraiment un point très important du projet, effectivement. Merci de me l'avoir fait préciser, François. Bonjour. J'avais une question sur... on voit que c'est des projets qui sont très ambitieux. Et moi, ce que je me demande, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de tels projets. Parce que pour avoir travaillé avec des collectifs d'agriculteurs,
il ressort qu'il y a des oppositions très fortes. Quand on parle de transition agroécologique, ça ressort, il y a des tensions sur ces questions. Et que par ailleurs, ils identifient souvent une difficulté à long terme de ces projets, c'est-à-dire qu'ils refusent à s'engager parce qu'ils ne sont pas sûrs de la pérennité à long terme de tels projets. Et donc, comment vous, à votre niveau, vous rassurez les différentes parties prenantes de la viabilité de ce projet à long terme? Merci. Bon, je fais une première réponse pendant qu'Elena traduit à Giuseppe. Personne n'est obligé d'adhérer à cette dynamique. C'est un choix individuel. C'est un choix individuel. On adhère ou on n'adhère pas. Voilà. On a vu tout à l'heure là que le parmesan là s'en sort mieux parce qu'il y a une reconnaissance et une certification. Et que d'autres agriculteurs d'Italie qui n'ont pas là, ils sont dans la mouise. En fait, notre territoire, on est sur des atouts agricoles, mais on n'est pas dans une logique de très grande surface agricole. Et on n'est pas dans une logique de très grande productivité. Donc, si on fait cette analyse-là, ça veut dire que la seule manière de s'en sortir, c'est d'avoir une valeur ajoutée plus importante. Comment est-ce qu'on peut avoir une valeur ajoutée plus importante? On peut avoir une valeur ajoutée plus importante si on reconnaît la qualité du produit. Lorsqu'on reconnaît la qualité du produit, en même temps, on améliore l'environnement. Un problème pour Dijon, c'est la qualité de l'eau. Bon, l'eau, on la boit au robinet tous les jours. Il vaudrait mieux la boire tout le temps au robinet plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique. Là, on parle de l'impact carbone, etc. Je ferme la parenthèse. Ça coûterait moins cher pour tout le monde. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de l'eau pour tous? Voilà. Et donc, finalement, le pari qu'on fait, c'est que s'il y a quelques agriculteurs qui vont commencer à faire le label Dijon Agroécologie, et que le voisin, il se dit, bah, merde alors, excusez-moi, il s'en sort plutôt mieux que moi. Voilà. Et il y aura des groupes d'agriculteurs. Et il y a déjà un réseau d'agriculteurs qui est prêt à s'engager dans l'agroécologie, dans la coopérative. Et les produits, leurs produits vont être mieux valorisés. Et dans la coopérative, il y a d'autres agriculteurs qui ne la suivent pas à la démarche. Mais au bout d'un moment, ils vont faire leur compte. Même s'ils n'ont pas des grandes ambitions environnementalistes, même s'ils s'en tamponnent de la qualité de l'eau pour certains, ben, ils vont se dire, voilà, le porte-monnaie, voilà. Donc c'est le pari. Et puis l'autre pari, il est de dire que les développements qu'on va mettre en place, ça va demander une technicité plus importante. Et donc, c'est valorisant pour un agriculteur d'utiliser une plus grande technicité. Ça veut dire que son travail est revalorisé. Ça veut dire qu'on va le solliciter sur des expertises sur lesquelles il n'est pas sollicité en ce moment. Ça veut dire qu'on va réhabiliter encore son rôle de décisionnaire. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Ça ne se mesure pas pour l'instant. Mais je pense que c'est indéniable. Comme pour nous tous, on aime bien que ce que l'on fait nécessite une expertise et qu'il soit reconnu. Bon, voilà, c'est des paris. On ne sait pas, on va mesurer après. Oui, alors, je vais partager avec vous 2-3 choses pour essayer de répondre à les questions. La première, les associations de catégories, on en a 3 très importants en Italie. La première, pas pour importance, c'est de l'entreprise qui ont beaucoup de terrain. La deuxième, des entreprises de terrain moyenne. Et la troisième, beaucoup d'entreprises très petites. Ces associations, on se dispute toujours entre eux. Mais il y a, je crois, 2 choses, je crois, importantes qu'on a fait depuis beaucoup des années. Les consortiums,
on a des consortiums qui sont des instruments concrets, hein. Ils ne sont pas de labels, hein. Sont dans lesquels on discute, mais on fait des stratégies et surtout on arrive à la reconnaissance des produits typiques de l'AOC. Et c'est un processus très compliqué, mais c'est un processus qui a porté beaucoup d'avantages. Le fait que la région Emilia-Romagna, il a 44 AOC et IGP, c'est pas casuel, comme on dit. C'était en décision et je rappelle, les instruments de consortium, ils sont très importants. Ce sont des consortiums de soutiennement, mais surtout de décision de protocole de production, pas de vent, mais surtout des protocoles de production, des contrôles, sont des tables dans lesquelles les agriculteurs ils discutent très fort, mais une fois qu'on a pris en décision, le marché il est pris avec ces modalités. Je ne sais pas si je dis toute chose. Une autre chose sur la recherche. CRPA est né il y a 45 ans. Et dans CRPA, c'est privé-public, mais il n'a pas de contribution publique. Et les associations des agriculteurs, ils sont associés au CRPA. Les consortiums de Parmigiano Reggiano, de Jambon de Parme, des autres petits consortiums, ils sont des associés au CRPA. Et pourquoi? Parce que la recherche, comme j'ai dit avant, les objectifs, l'organisation de la recherche, on le fait avec les associés. Et puis, les projets, ils trouvent tous les acteurs qui sont nécessaires pour les faire. Mais la table dans laquelle on voit quels sont les projets prioritaires, c'est les conseils dans lesquels les associations, tous les trois, les consortiums les plus importants, les plus petits, ils décident celle-ci. C'est clair. Pardon encore, mon français. Mais... Oui, je voudrais demander aux deux orateurs, est-ce que les politiques européennes de la recherche et développement agricole ont été une aide neutre ou voilà, vous pouvez aussi dire deux mots là-dessus. Merci. Oui, c'est une aide très importante. Hein. Notre région, c'est très attentif et je dirais bien organisé sur les PSR, je ne sais pas comment ça s'appelle, les plans de développement rural. Oui, il y a beaucoup de projets à niveau régional et avec des modalités très différentes de financement, directement à l'entreprise agricole pour les instruments, mais surtout, il a beaucoup investi. Elle a beaucoup investi sur les groupes opérationnels d'innovation. Il a beaucoup investi. Hein. Comme j'avais dit, c'est des groupes où il est nécessaire qu'il y ait l'entreprise agricole et des centres de recherche avec une activité concrète. Hein. Ce n'est pas on demande seulement. Qui sont bien un dispositif européen, on est bien d'accord. Oui. Peut-être juste ajouter un tout petit point rapide. En fait, ça dépend si on parle de politique agricole commune ou de financement de la recherche par l'Europe. En fait, au niveau de la PAC, la partie transition alimentaire territoriale n'est pas prise en considération. Par contre,
hélas, mais je suis bien persuadé que ça va évoluer à un moment ou à un autre. Par contre, au niveau des appels d'offres de recherche qui sont faits par la Commission européenne, il y a eu récemment 2 appels d'offres qui visaient à mettre en réseau les initiatives territoriales européennes. Et la conclusion que l'on a faite là, avec la voix de Giuseppe, il y a un instant, de dire finalement le territoire de Dijon et le territoire de Reggio Emilia pourraient être des fers de lance au niveau européen d'exemples de transition alimentaire pour pouvoir peut-être en fédérer d'autres en structurant des initiatives. Je pense qu'avec Elena, qui s'occupe justement des projets européens, on a bien ça en tête. Tu veux dire 2 mots peut-être, Elena? Justement, la municipalité de Reggio Emilia, pour ce qui concerne tous ces projets d'agriculture périurbaine, de transition alimentaire, et tous nos financements, ça vient de l'Union européenne, surtout des programmes de financement tels que Interreg et LIFE, pour ce qui concerne l'environnement. Et donc, pour nous, c'est un outil fondamental, je dirais, pour travailler sur ces arguments. Nous avons lancé une plateforme qui est la plateforme AgriSource, qui est une plateforme qui enregistre les innovations dans le champ de l'agriculture et de l'alimentation à l'échelle européenne, en visant les transitions relatives au changement climatique. Et je le dis parce que ça a été financé par la KIC Climat, qui est un instrument européen, et la région Reggio Emilia en fait partie de la KIC Climat. Et donc ça, c'est un exemple finalement de financement européen et aussi de mise en réseau d'initiatives locales sur l'agriculture et l'alimentation. Donc vous pouvez taper AgriSource et vous aurez finalement un panel d'exemples autour de transition orientée climat. Oui, j'avais une question. Dans les ambitions que vous avez au niveau territorial, donc il y a une ambition pour réduire en quelque sorte les importations et de manière à ce qu'on réduise l'empreinte carbone par rapport aux déplacements, etc. Mais vous avez aussi l'ambition d'avoir des produits de meilleure qualité pour être mieux visibles à l'extérieur et donc d'exporter. Or, à un moment donné, il risque d'y avoir... Et si les autres ont aussi une démarche vertueuse, votre exportation risque d'être limitée par le fait qu'eux-mêmes auront une production locale. Est-ce que ça, c'est déjà des choses qui sont réfléchies et qui sont assumées en se disant, à terme, il y aura éventuellement des réductions au niveau des exportations, ou non, on fonce chacun de son côté, on veut faire de l'exportation, on veut faire réduire nos importations. Oui, alors, ça c'est une discussion qu'on avait avec Dijon Métropole, parce que le discours qui était donné par Dijon Métropole au départ était autonomie alimentaire. Et autant, moi je pense que le fait d'augmenter la proportion de production locale dans la consommation locale, c'est un bel enjeu. Autant parler d'autonomie, ça me paraît un peu délicat pour plusieurs raisons. D'une part, à Dijon, on n'a pas de charcuterie. Donc on est bien content de manger la charcuterie de Reggio Emilia. Là, hier, Giuseppe m'a apporté un beau morceau de fromage. Même si on a du fromage ici, je serais très heureux de le manger. Bon. Et on ne va pas commencer à dire notre ville, notre département, notre région, on va faire, je dirais pas, pour ne pas défrayer la politique internationale, mais faire un mur où on serait sur un ghetto et sur un repli identitaire. Non mais voilà, non mais ce que je veux dire, on n'est pas dans une logique d'autarcie et que bien évidemment on est dans une logique de commerce. Donc je pense qu'il y a, même si on y réfléchit, il y a quand même de la marge parce que si on dit que l'évolution des territoires, ça serait l'ère urbaine, après le département, après la région, ça fait quand même quasiment 3 millions d'habitants. Bon. Mais ce que nous, on voudrait exporter avant même les produits, c'est la démarche, c'est la philosophie
pour que d'autres territoires se l'approprient. C'est pas notre propriété. Voilà. Et donc, si tu veux, au-delà même des produits, est-ce que ce label et la dynamique qui est autour, est-ce qu'il ne pourrait pas être approprié par d'autres régions avec leurs spécificités? Et pour moi, je trouverais que ce serait une belle réussite de Dijon Métropole, mais aussi une belle réussite humaine et économique pour en fait tirer tout le monde vers le haut, pour que les produits qui sont consommés dans ce pays soient de meilleure qualité, soient partagés par le plus grand nombre et que ça contribue globalement à une amélioration de l'environnement. Donc en fait, on ne va pas être dans une logique identitaire, on va être dans une logique de partage. Et quand on parlait de réseau de transition, c'est bien ça. Si on peut être les instigateurs de développement territoriaux de ce type dans d'autres villes, dans d'autres régions, et qu'eux-mêmes, ils aient des produits de meilleure qualité, et que ces produits de meilleure qualité des autres régions puissent être consommés ici, et réciproquement, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un peu la philosophie. Bien, on va se rendre peut-être une dernière question. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question pour Giuseppe et l'Emilia-Romagna. Oui, après en italien. Mais donc, voilà, ma question, c'est plutôt sur la labellisation. Donc l'instrument qu'il y a l'Europe, de labellisation d'origine, par exemple. J'aime bien l'exemple que vous avez fait de la vache rouge, parce que donc vous avez créé une nouvelle labellisation d'origine. Parce que donc je trouve que cet instrument-là, la labellisation d'origine, c'est un instrument vieux qui va être changé, parce que quand même, si on va prendre simplement l'exemple du balsamique, il y a dedans le 20%. Donc ça veut dire que pour avoir la labellisation dedans, dans la bouteille de balsamique, c'est simplement nécessaire d'avoir le 20% de la bouteille du produit qui vient de l'Emilia-Romagna. Et ça, c'est pour favoriser quand même l'industriel et pour avoir une production de l'Emilia-Romagna qui peut être disponible pour tout le monde. Et donc ça, je trouve que maintenant, il est plutôt, il ne va pas raconter une histoire du territoire, mais c'est plus proche à une fraude. Et donc j'aime bien l'exemple que vous avez fait de la vache rouge, qui utilise le lait de la Rossa-Reggiana et qu'il y a un autre type de marché. Et j'ai trouvé le Parmigiano vache rouge à Paris à 130 € al kilo. C'était un jeu. Waouh, ça c'est vraiment un business. Mais donc voilà, j'ai une question sur votre avis sur les labellisations d'origine et qu'est-ce qui va être dans le futur? Il va toujours être utilisé ou pas? Merci. Merci à vous. C'est une question très compliquée. Il y a des discussions, il y a un courant de pensée qui dit non, un courant de pensée qui dit oui encore. Il y a des problèmes dans les commerces internationaux. Vous connaissez les accords d'Italien-Canada, CETA, qui a changé beaucoup la modalité et la finalité de la labellisation. Alors, il y a une discussion. On ne sait pas quelle est la direction qu'il aura. Mais je crois une chose, la vraie valeur de la labellisation AOC, IGP, il est jusqu'au maintenant sur le grand produit. Pour les grands produits, je fais un exemple, le Parmigiano Reggiano, les gens, senza nulla togliere, come si dice? Senza nulla togliere, come si dice? Sans les plus petits, sont très importants, même les plus petits. Mais la vraie politique, il était fait de les premiers 5 labels, le Parmigiano Reggiano, le Grana Padano, il prosciutto di Parma. Ces labels, ce n'est pas seulement un label, c'est un protocole de production.
c'est une modalité d'organisation, c'est une modalité de vente, c'est une modalité de contrôle des qualités très serrée. Alors, c'est l'esprit, c'est celui-là pour les produits qui ont ces labels. Les autres, ils sont plus petits, ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas des organisations très fortes. Alors, peut-être, si va indébolire, come dice, si indebolisce. Oui, elle devient faible, les valeurs de le label. Je ne sais pas si sur les productions importantes, je crois qu'il a encore une très grande valeur. Très grande valeur. Que c'est différent, le label dans le brand. Dalma, c'est très différent. Alors, la vacca rossa, la vache, c'est un brand. Mais il a le label AOC du consortium de Parmigiano Reggiano. Parce qu'il a un protocole de production très serré, encore plus serré que celui-ci des autres Parmigiano Reggiano. Bien, merci pour l'échange. À 50.